Bonsoir. Depuis la création de ma chaîne, si vous faites partie de mes nombreux abonnés, ou si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je fais des vidéos pour exprimer mon avis et pas vraiment pour être populaire. Une fois encore aujourd'hui, je ne vais pas déroger à la règle et je vais dire très clairement, ne virez pas Emery. Soutenir un mec qui partage le podium des personnes les plus détestées de Paris avec Anne Hidalgo et Thierry Paulin, ça peut relever de la folie. Mais non, je suis équilibré mentalement. Mais je pense déjà que c'est un délit de sale gueule. Rien que sa tête qui ressemble étrangement à l'acteur irlandais Gabriel Byrne, qui n'a joué que des rôles de méchant dans toute sa carrière, ça n'aide pas forcément. Son français bancal et ses analyses d'après-match hasardeuses ne plaident pas en sa faveur. Mais juger un livre à sa couverture, ce n'est pas vraiment mon style. Et je vais même aller encore plus loin, au risque de provoquer des infarctus parmi les plus sensibles d'entre vous. Unai Emery est le meilleur entraîneur que nous ayons eu depuis l'arrivée de QSI. Mais qu'est-ce qu'un bon entraîneur? On a coutume de dire qu'un bon entraîneur est un entraîneur qui gagne, comme je l'ai pu le dire dans la vidéo sur Benzema. Mais le résultat est-il le seul point sur lequel on peut juger la qualité d'un entraîneur? N'y a-t-il pas d'autres facteurs importants tels que la qualité du jeu ou la progression individuelle de chacun des joueurs? Je vois sur Twitter des mecs crier leur amour pour Carlo Ancelotti. Dois-je vous rappeler qu'il a quitté le club pour rejoindre le Real Madrid, où son entêtement a joué uniquement le contre, que le bilan de sa première mi-saison est moins bonne que celle d'Antoine Comboiré, 40 points pour le Canac, 39 pour l'Italien, et qu'il va perdre le titre de champion de France sur des défaites face à Auxerre et Lille, le laissant à Montpellier qui obtiendra cette année-là 82 points. Unai Emery, lui, perdra le titre de champion de France face à un Monaco, oui, mais un Monaco qui obtiendra 95 points. Une légère différence, vous me direz. Avec seulement 3 petites défaites. Alors oui, Carlo Ancelotti n'avait pas l'équipe du Basque. Mais la pauvreté du jeu proposé était consternante. Ce qui causera d'ailleurs des tensions avec la présidence, mais j'en reparlerai plus tard. Viendra ensuite Laurent Blanc, qui ayant compris ce qu'il fallait faire pour plaire à son patron, acceptera même l'inacceptable, comme le cas de Aurier qui reviendra dans l'équipe. Mais Lolo, contrairement à son prédécesseur, possédera dès sa première année une équipe rodée, ne faisant que répéter les consignes et le format de jeu imposé par les joueurs. Car oui, au PSG, ce sont les joueurs qui imposent comment jouer. Pourquoi ? Parce qu'ils discutent avec Nasser sur WhatsApp et celui-ci impose la volonté des joueurs à l'entraîneur ensuite. Voilà, tout simplement. Le bilan de Laurent Blanc est très bon. Mais il manquait quelque chose à son équipe. Un jeu stéréotypé, très simple à déjouer pour des grosses écuries européennes, et son manque d'imagination pour contrer ses adversaires plus coriaces était devenu flagrante. Son éviction m'a surprise, mais j'ai accueilli le triple champion d'Europe avec un petit peu d'amertume. Mais j'ai tout de suite compris qu'il allait apporter quelque chose de nouveau. Et il va tenter de reproduire son 4-2-3-1 avec lequel il a gagné 3 Ligues Europa consécutives avec Séville. Mais non. Et voilà, après une défaite contre Toulouse, les joueurs décideront et imposeront de revenir au schéma préférentiel du 4-3-3. Bon. Premier désaveu d'une longue liste qui n'entamera pas la volonté féroce de notre désormais ex-entraîneur, les spectateurs parisiens les plus assidus auront pu aisément remarquer l'évolution du jeu de Verratti, pas forcément de son comportement, mais aussi de la progression de Lo Celso, de Kimpembe et de Cavani, de la gestion intelligente de Mbappé qui, malgré une période de doute pour le jeune joueur, il le maintient à son poste pour le faire souffler seulement après qu'il ait retrouvé le chemin des filets, la position de Draxler en 8, puis celle de Lo Celso en 6, pour pallier aux erreurs sur le recrutement de ses dirigeants. Car oui, dès sa première année, il perd l'ossature du club. En juin 2016, il prend les rênes du PSG. Il perd Ibrahimovic, David Luiz, Van der Wiel. On lui donne Psycho Quack, un chanteur de reggaeton et le mec le moins professionnel au monde. Pour sa seconde saison, il a besoin d'un véritable gardien, un vrai numéro 9 pour laisser souffler Cavani et d'un numéro 6. On lui donne 2 ailiers et 2 latéraux. Bon, si le titre de pire directeur sportif du PSG n'était pas le titre honorifique directement attribué à La Roche, je pense que Patrick Kluivert serait en bonne voie pour lui voler la pole position. Et contrairement à ce que disait Mourinho, avoir Neymar et Mbappé ne fait pas gagner à coup sûr. La MSN n'aurait pas pu faire des merveilles sans Busquets, Iniesta et Rakitic. Thiago Motta, qui était vieillissant, qui faisait des apparitions uniquement pour prendre des rouges ou se reblesser, avait besoin d'un remplaçant. Et l'obstination de Rabiot à ne pas prendre ce poste a poussé Unai à mettre des rustines toute l'année sur un pneu crevé.
À l'aller contre le Real, Lo Celso n'était là que pour pallier la méforme de Diarra et le manque de rythme de Mota. Imaginez un instant Zidane faire le boulot de Makelele au Real. Voilà, ça vous paraît complètement con? Bah, c'est ce qu'a dû faire le jeune Argentin avec toute l'expérience de ses 21 ans. Et au retour, quand nous supposions Mota enfin prêt, et ben il a déçu tout le monde. Il fut très longtemps la pièce maîtresse de l'échiquier parisien, mais le temps a fait malheureusement son œuvre. On critiquait Emery pour son manque de cojones, mais au match aller face au Real, il met Thiago Silva sur le banc et ne fait pas jouer Di Maria. La tutosphère, et moi aussi je l'avoue, on lui a insulté son arbre généalogique entier sans comprendre la véritable raison de ses choix. Et le remplacement de Cavani par Meunier n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Et pourtant, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Si vous parlez anglais, je vous invite à regarder cette analyse qui vous explique que le remplacement de Cavani par Meunier a été suivi par une période de domination parisienne. Sur l'ensemble du match, nous avons été meilleurs qu'eux. Mais le football est cruel. Au match retour, il met le 11 que tout le monde attendait. Je pense que ça se résume à ça. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Ça me paraît tellement évident, la femme de Di Maria et de Thiago Silva ont chouiné sur les réseaux sociaux. Et sûrement les joueurs sont partis voir Nasser une fois de plus. Il a fini par se résoudre à écouter la voix du peuple et de son président sans réellement y croire. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti sur le terrain. Un chef d'orchestre qui a perdu son enthousiasme, il peut pas faire un grand concert. Et qu'ont fait les absents du match aller? Di Maria, mis à part de la merde, rien. Mais le plus intéressant à analyser reste Thiago Silva. Je vous invite à regarder l'analyse de Didier Roustan sur la position du Brésilien sur le terrain, qui dans son obsession de bien défendre et de rendre une copie parfaite, n'a fait que maintenir la défense beaucoup trop basse, malgré que Unai Emery lui ait retiré le capitana. Je le vois pas en direct. Mais le milieu était un no man's land à cause de la position basse qu'impose Thiago Silva à Marquinhos et à Thiago Motta qui doit se placer devant la défense. Kimpembe et Marquinhos jouaient eux en revanche beaucoup plus haut. Rappelez-vous, contre le Barça l'année précédente, on gagne 4-0 avec une défense franco-brésilienne. Et ça, le Basque l'avait analysé et bien compris avant de se faire désavouer. Mais en revanche, la seule raison pour laquelle Emery doit partir, c'est sa poisse, sa schkoumoun, sa malchance, qui n'a fait que lui pourrir la vie lors de son aventure parisienne. Il a réussi le match parfait contre le Barça et se fait voler ou violer, au choix, par un arbitrage pro-catalan. Comme jamais, des erreurs d'arbitrage en pagaille lors du match retour. Il perd le titre de champion de France face à des monégasques sur un nuage qui obtiendront le meilleur total de points de leur histoire. Et il sera désavoué par sa direction après une seconde défaite imméritée face à une équipe espagnole avec encore un arbitrage plus que complaisant. Alors non, Emery n'est pas viré, car son contrat arrive à échéance et donc il ne sera tout simplement pas renouvelé. Mais pour moi, il a fait de l'excellent travail et dans un club bien géré, il réussira aisément comme il l'avait pu le faire avec Séville. Et j'espère mais vraiment que la direction du Paris Saint-Germain changera et se remettra en question afin de laisser plus de pouvoir à l'entraîneur qui prendra sa place. J'ai pas encore lu le livre de Paris United, mais les brides que j'ai pu lire de gauche à droite me laissent penser que je suis dans le vrai. Je vous ferai une analyse après la lecture. Voilà, c'était mon analyse perso du cas Emery. Voilà, je fais ça un petit peu avec les fiches, un petit peu à l'arrache. Je voulais donner mon avis sur YouTube. Voilà, pour moi, Unai Emery est un excellent entraîneur qui n'a jamais été jugé à sa juste valeur. Je pense qu'on le regrettera parce que je vois le nom des prochains entraîneurs qui fuitent sur Twitter. Ça me donne pas grande confiance en l'avenir. J'espère néanmoins que ça sera un bon choix. Voilà, donc voilà, c'était mon avis sur Unai Emery. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Salut!